Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pendant que ça roule doucement, des klaxons beaucoup sur les voies de Cotonou à cause des embouteillages. Nous donnons rendez-vous sur BB24. C'est un grand rendez-vous d'ailleurs avec trois plateaux débat ce soir suivi du journal qui viendra à 19h45 exactement, sans oublier l'instant météo qui démarre même cette édition comme d'habitude. Allez, merci bien sûr de nous rejoindre sur le grand rendez-vous, un grand rendez-vous qui ce soir nous met sur les voies de la prévention de l'hypertension artérielle. Vous aurez donc les conseils d'un cardiologue sur nature et bien-être. On dit souvent que l'État, c'est d'abord la population et c'est vrai. Soyez davantage convaincus de cette affirmation en suivant les arguments d'un économiste sur Autant Savoir. Pour lui, le plus important, le fisc est le moteur des finances publiques. L'Internet est un couteau à double tranchant dont on ne peut vraiment pas se passer de nos jours. Le plus important, c'est d'en tirer le meilleur, alors ce qui dépend même de l'utilisateur. Donc pour les spécialistes, il faut informer le consommateur sur ses droits et devoirs en ligne. Un exercice dont se chargera l'expert de ce grand rendez-vous. Le journal viendra tout à l'heure avec Amadine Agnabossou qui sera à la présentation à 19h45 exactement, mais elle est déjà en place pour nous présenter les titres. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. Alors, quel est le menu principal de ce 19h45? Eh bien, dans le 19h45 ce soir, nous parlerons du renforcement de capacité des stylistes, modélistes et brodeurs. Ils ont été formés pour améliorer leurs prestations. Nous parlerons également du théâtre, ce genre littéraire dont le rôle est de charmer le spectateur, mais pour y arriver, un travail de longue haleine s'impose. Accès à l'eau potable, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un projet BID UEMOA. D'importantes infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement seront réalisées dans le cadre de ce projet qui va coûter 68 milliards de francs CFA. Merci beaucoup à vous, Amadine. Rendez-vous dans environ 40 minutes à 19h45 exactement. On ouvre à présent les plateaux et on commence par nature et bien-être. Selon l'enquête nationale STEPS de 2015, les maladies non transmissibles, sur les maladies non transmissibles, un Béninois sur 4 a une pression artérielle élevée. Il y a donc lieu de réduire la prévalence de cette maladie, ce qui passe par les méthodes de prévention. Suivons d'abord cet élément de heureuse d'annoncer le temps d'installer le cardiologue Carmel Lafia pour l'exercice.
Il y a de temps en temps que je trouve des palpitations. Et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux, c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. C'est vrai, et on revient en plateau avec Kamel Lafia, qui est cardiologue spécialiste de l'hypertension artérielle. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, chez vous? Très bien, merci. La pleine forme, ça se voit, sans pression artérielle élevée. J'espère, exactement. Tout à fait, c'est normal. Oui. Et chez Heureuse Danone également, c'est la même chose que je constate. Oui, tension Le normale. sourire aux lèvres, c'est ça. Bonsoir Heureuse. Bonsoir Siongaba. Il est question aujourd'hui de présenter les méthodes de prévention, Prévention. de la maladie de l'hypertension artérielle. Effectivement, nous y avons consacré plusieurs plateaux, mais là, on a eu la chance d'avoir le spécialiste en la matière, le spécialiste en hypertension artérielle. Alors, docteur, merci d'être avec nous. Il a fait un long voyage, je dirais. Il a quitté le Nord, le Septentrion, pour le grand rendez-vous. Merci beaucoup. C'est un honneur. Alors, vous avez suivi déjà ce reportage grâce auquel on a pu avoir quelques informations avec l'aide de votre confrère Hermé Devonou. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bon, je voudrais déjà dire qu'il faut savoir, parce qu'il a dit, c'est parfois une maladie qui se manifeste par des signes qui peuvent aller du plus simple au plus complexe, au plus grave. Il a parlé de palpitations, mais il faut savoir que c'est seulement un tiers des patients qui sentent ces signes. Donc, un tiers. Donc, 2 tiers des patients hypertendus ne sentent strictement rien du tout, même pas un mal de tête. Parfois, est-ce que c'est en fonction de leur organisme? C'est à cause de... Non, ce n'est pas en fonction de l'organisme. Ça dépend des niveaux de tension artérielle. Puisque c'est une maladie, il a dit, qui évolue à bas bruit, qui fait des dégâts au niveau des reins, au niveau du cerveau. Et c'est lorsque justement ces dégâts sont à un niveau donné, au niveau du cœur par exemple, qu'on sent des palpitations. Le cœur joue quel rôle là? C'est le cœur qui permet de pousser le sang dans tout l'organisme afin de le nourrir. Parce que dans le sang, il y a la nourriture de chaque organe. Donc, ce sang passe dans des tuyaux. Et justement, lorsque ces tuyaux durcissent, la tension artérielle s'élève. Et donc, le cœur est obligé de pousser plus. Et puis, on peut avoir du mal à respirer, on peut avoir des palpitations. Et justement, c'est l'avantage de la prévention. Il ne faudrait pas attendre d'en arriver là avant d'aller consulter. Mais comment expliquer alors le fait qu'on a l'hypertension artérielle et qu'on n'a aucun effet, aucun signe qui prouve en réalité qu'on est malade? Comment expliquer cela? Oui, justement. Vous voyez, par exemple, quand je prends le cas du paludisme, ou bien par exemple de la tuberculose, c'est des germes qui entraînent ça. Et quand ces germes entrent, tout de suite, il se crée des substances qui expliquent la fièvre. On se dit, ok, j'ai le corps chaud, je vais consulter. Mais malheureusement, la plupart, il y a d'autres maladies qu'on appelle maladies chroniques, dont l'hypertension artérielle, qui évoluent, comme il a dit, à bas bruit, parce qu'elle dégrade ces maladies, les artères. Mais il y a un mécanisme du corps qui permet quand même de lutter contre ces dégâts. Mais quand on va à l'intérieur, on se rend compte
s'il faut prendre la structure même de ces vaisseaux, c'est plus altéré que ce que le patient pourrait ressentir. Donc, c'est ces mécanismes, lorsque ces mécanismes de défense, je dirais, sont à bout, qu'on a ces symptômes qui surviennent. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'hypertension artérielle est surnommée le tueur silencieux. Parce que ça tue et en silence. C'est la maladie chronique la plus fréquente au monde. Près d'1,5 milliard d'individus en sont touchés. Et puis, parce qu'on me l'a dit, une personne sur 4 Une personne sur 4 en souffre. Je dirais même une personne sur 3. Et puis, quand je fais ça, par exemple, à votre avis, est-ce que vous savez ce que je compte? Désolé pour le quiz. Hein. Le battement du cœur, la fréquence? Non, ça aurait été mieux. C'est le nombre de décès d'hypertension artérielle dans le monde. Wow. C'est un décès toutes les 4 secondes. Wow. Ah, donc, en fait, comme ça. Ouais, il y a un qui est parti. Il y a un qui est parti. C'est un décès toutes les 4 secondes. C'est 8 à 10 millions de morts l'année passée. Et c'est justement, c'est un drame en fait. Oui. Et ce qui perpétue ce drame, c'est qu'on ne sent rien. Et c'est pour ça que j'invite vraiment la population, pas que moi, à plus prévenir. À prévenir et à aller prendre sa tension artérielle systématiquement. Mettez-nous alors sur les voies de la prévention. Voilà. Oui. Comment prévenir? Oui, avant de parler de la prévention, à titre comparatif toujours, par exemple, quand je prends le paludisme, on suppose que ça, en taille, c'est le nombre de décès dû au paludisme. Là, c'est les hépatites, 1,5 million par exemple. Là, c'est la tuberculose. Là, c'est le sida. Donc, ces 4 maladies réunies, ça fait 5 millions de décès. Oui. L'hypertension artérielle, c'est 2 fois plus. C'est près de 10 millions. Donc là, finalement, il faudrait consacrer les actions, beaucoup plus d'attention à ce mal. Que tous les tapages qu'il y a autour du sida, du palu et autres. On peut continuer les tapages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en prémunir, mais il faut faire attention à ce tueur silencieux. Surtout pour aborder la prévention, surtout qu'un changement de comportement, une meilleure hygiène de vie permettent d'éviter cette maladie ou de mieux la gérer lorsqu'on en est atteint. Et en ce qui concerne les moyens de prévention, vous pouvez retenir, pour faire plus court, le sigle 00530. C'est-à-dire 0 tabac, 0 alcool, consommer 5 portions de fruits et légumes par jour et faire 30 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être la marche rapide. Donc 00530. Et pour compléter le tout, 3e, alimentation moins salée, moins sucrée, moins grasse. 00530 et 3e. Voilà. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être la marche rapide. Et une alimentation moins salée, moins sucrée, moins grasse. Ça l'aide de rien, ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup d'années de vie. D'accord. Alors, parlons de la prévention. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livret sur le sujet, la prévention de l'hypertension artérielle. D'ailleurs, le titre, c'est « Hypertension artérielle, toutes les astuces pour la prévenir et la soigner », réalisé par Dr Kamel Lafia. Mais on constate que c'est d'ailleurs subdivisé en 2 parties, 2 grandes parties. Vous avez dit que la première partie regroupe un certain nombre d'informations et de conseils sur l'hypertension artérielle et la façon de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième partie, qui moi m'intéresse beaucoup plus, c'est que vous avez consacré dans le livret un espace qui permet de noter les différents chiffres de tension artérielle retrouvés pendant nos contrôles, que nous soyons hypertendus ou non. Donc c'est un livret déjà réservé à tout le monde, qu'on soit hypertendu ou non. Exactement. Mais, surtout quand on n'est pas hypertendu, parce qu'il ne faut pas attendre que la maladie s'installe avant d'adopter ces comportements. L'OMS recommande un contrôle de tension artérielle tous les 6 mois, tous les 6 mois à partir de 40 ans. Parce que justement... Vous pouvez revenir là-dessus? L'OMS recommande un contrôle de sa tension artérielle tous les 6 mois à partir de 40 ans. Donc, dès qu'on même quand on ne ressent rien du tout. Même qu'on ne ressent rien du tout. Donc, tous ceux qui ont déjà sont dans la quarantaine, chaque 6 mois, ils doivent aller faire ce contrôle de leur tension artérielle qui ne coûte que 300 francs.
maximum 500 francs. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les cabinets de soins. Ce livre, je l'ai écrit parce que je me suis rendu compte qu'il y a un grand souci d'information auprès de la population. Un livre d'ailleurs rédigé en français facile. C'était vraiment ce que ça, j'ai aimé. En français facile. C'est un français non médical parce que parfois, l'on targue les médecins d'utiliser des mots, des termes techniques et parfois le patient n'arrive pas à dire, j'ai pas compris. Donc, c'était vraiment ça le challenge, de le rédiger dans un français terre à terre, médical, que le citoyen lambda pourrait comprendre. Donc, c'est vraiment la cible, c'est la population hypertendue ou non hypertendue. Mais quel est l'intérêt de cet espace que vous accordez à la prise de notes de notre tension artérielle? Il faut noter. Chaque fois que nous prenons notre tension, il faut noter, il est mis bas, bas droit, bas gauche. Bas gauche, exactement. En fait, quel intérêt? Oui, nous nous sommes rendus compte que parfois, lorsque nous recevons les patients hypertendus, certains ont eu à faire des contrôles de tension artérielle, mais qu'ils ont noté sur un papier volant ou bien qu'ils n'ont pas du tout noté. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il est conseillé de prendre sa tension artérielle à partir de 40 ans, mais quand on la prend, ce serait préférable de la noter quelque part. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier et pour que dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, quand vous verrez éventuellement un médecin qui puisse avoir une idée de l'évolution, de la courbe d'évolution de vos chiffres de tension artérielle, parce que ça pourrait l'aider dans la prise en charge éventuelle de votre hypertension artérielle. Donc même les personnes qui ne sont pas hypertendues peuvent utiliser cet espace, lire d'abord, utiliser cet espace, noter leur tension artérielle et ça permet un meilleur suivi de leur maladie. Ok, voilà. Votre chute nous donne également la fin de notre rubrique, ça c'est vrai. Sinon, on aurait aimé poursuivre et on a encore d'autres questions, mais bon, voilà. On aura le temps de revenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel, d'être venu sur ce plateau. Vraiment, on aurait aimé passer plus de temps avec vous et expliquer davantage ce qu'il y a dans ce petit livret-là pour nos téléspectateurs. Mais qui a sa deuxième édition. On va sur la toile. Peut-être que ce sera disponible sur la toile très prochainement. C'est disponible déjà sur Internet. Et il y a aussi un site Internet qui est consacré aussi. Médecine F ou quelque chose. Médecine FF, c'est pour dire médecine en français facile. www.médecinefff.com. Il y a toutes les informations. Donc, vous pouvez y aller, mais il faut maîtriser d'abord ses droits avant d'aller sur Internet. Quand on est internaute, il le faut. Le droit s'applique à tout le monde, même aux internautes. C'est ça aussi. Et là, on en parle avec l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, on se retrouve avec l'expert de ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr de Noah Agbafa Padonou, qui est docteur en système d'information. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi. Alors, on est heureux. On entend dire, Monsieur Noah Agbafa Padonou, que les internautes se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messagerie, des sites de jeux, pourquoi pas, autres sites marchands, ceci parce que ces derniers ne connaissent pas le droit d'utilisateur de l'Internet. Que faut-il savoir d'abord avant d'aller sur Internet, selon vous? L'Internet est un monde virtuel, très beau, qui miroite tellement d'avantages que très facilement on s'y porte, on livre tout, on fait tout, on livre même toute sa vie privée, sans savoir qu'en réalité l'Internet, comme je le disais, c'est un monde qui est totalement immatériel, donc totalement virtuel. C'est un monde où on retrouve énormément de personnes. Aujourd'hui, sur les 7 milliards d'habitants au monde, on retrouve aujourd'hui sur Internet près de 4 milliards de personnes. Donc c'est un monde où on retrouve presque la moitié des habitants sur la Terre. Lorsqu'on prend l'Internet, c'est un monde qui est totalement dépersonnalisé. Donc celui qui est derrière l'ordinateur, on ne le connaît pas.
Donc, un monde totalement dépersonnalisé. On ne connaît que l'appareil avec lequel on est en train de surfer. Donc, lorsque je prends mon appareil, je surfe, ça peut ne pas être moi-même, ça peut être n'importe qui. L'Internet ne connaît pas celui qui est derrière l'appareil. C'est un monde totalement dépersonnalisé. C'est un monde qui est totalement futile. Donc, on se dit, on peut facilement se cacher. Et vous voyez tout cet environnement que j'ai décrit, cela favorise alors un monde de vice. Parce que lorsque la personne sait que, oui, elle n'est pas identifiable, cela favorise des vices. On va constater des mensonges. On se cache derrière son appareil. On se cache, on se dit, on est des milliards, donc ce n'est qu'un grain de sable comme si on est à la plage. Vous voyez, cela favorise beaucoup de vices. Vous allez retrouver le mensonge, vous allez retrouver des fausses informations, donc des intoxications. Vous allez retrouver des méthodes qui ne sont pas des méthodes généralement désirées. Vous allez voir des gens, il y a des plateformes où on vous apprend par exemple à fabriquer même des bombes. Vous voyez, il y a des plateformes sur lesquelles on vend même des ossements humains. Il y a des plateformes, mais oui, il y a des plateformes où on vous apprend des astuces pour truander l'autre. Il y a la cybercriminalité qui est développée. Il y a même le vol qui est développé. Il y a même la pédophilie, les agressions qui sont développées. Tout simplement parce que l'environnement que je vous ai décrit favorise la chose. Et tout ça constitue quand même des menaces sur les droits. Exactement, des menaces sur le droit. Parce que quand l'utilisateur vient, il y a ce qu'on appelle les net éthiques, c'est-à-dire l'éthique sur le net. Cette éthique sur le net, généralement, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se lève, qui achète un véhicule ou qui achète une moto et qui se met sur la voie sans connaître véritablement le code de la route. C'est ce qui se passe généralement. Beaucoup de personnes vont sur Internet sans connaître leurs propres droits, sans connaître même ses propres devoirs. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs devoirs. Vous allez constater que beaucoup de personnes, pour s'inscrire, même déjà à notre téléphone, lorsque nous voulons télécharger une application, cela dit, lorsque vous l'installez, ça vous dit, vous concédez, oui, l'application va visiter vos répertoires, va lire vos messages. On ne prend même pas la peine de lire cela. Donc, on ne connaît pas nos propres droits. On valide seulement. Lorsqu'on va sur des plateformes où on veut peut-être s'inscrire, on nous dit, vous concédez, on ne prend même pas la peine d'aller lire les conditions générales d'utilisation de cette plateforme. Donc, nous ne connaissons pas nos droits et nous ne connaissons aussi pas nos devoirs. Et c'est un peu comme ça. Vous voyez un petit enfant de 8 ans, de 10 ans, on lui achète le téléphone, on lui met la connexion dessus et cet petit enfant prend photo lorsqu'il est chez lui, il est au portail, il prend photo, ça veut dire qu'il laisse déjà le numéro de téléphone, le numéro même de sa maison. Il ne sait même pas les informations qu'il est en train de livrer. Donc, il ne maîtrise pas ses droits, il ne maîtrise pas ses devoirs à lui. Il ne sait pas que lorsqu'il est par exemple sur une plateforme, qu'il lui demande le numéro de carte, qui ne doit pas le donner. Il ne le sait pas. Donc, nous ne maîtrisons pas généralement nos propres droits, encore moins nos devoirs. Et alors là, ça dit que les autorités ont donc un devoir d'éducation du public une fois qu'elles ont donné l'autorisation d'y avoir accès. Vous parlez des autorités. Les autorités, prioritairement, ont deux devoirs dans cette affaire de droits des citoyens, des droits des cybernautes. Les autorités ont deux devoirs. Le premier devoir, c'est prendre des tests législatifs, donc régulariser le secteur. Et quand nous prenons le cas du Bénin, ce secteur est fortement régularisé et très bien régularisé. J'avoue, sans fausse modestie, que nous avons l'un des meilleurs codes numériques en Afrique. Mais oui, nous avons l'un des meilleurs qui encadre presque tous les compartiments de notre vie numérique, de notre monde numérique. Ça, c'est déjà une partition qui est jouée et ce devoir incombe à l'État et ce devoir a été joué. Le deuxième devoir, c'est la sensibilisation. Et quand nous parlons de sensibilisation, nous voyons déjà la semaine de l'Internet que le gouvernement organise. Il y a beaucoup de plateaux, il y a beaucoup d'opportunités, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'ai préféré dire d'abord ce que le gouvernement fait. Ça ne suffit pas. Alors, la société civile doit prendre le relais. La société civile, il y a énormément d'associations, des spécialistes du numérique qui doivent, ces différentes associations doivent aussi prendre le relais
en faisant beaucoup plus de l'IEC, donc de l'information, de l'éducation et de la communication. Mais au-delà de cela, les écoles, je veux parler des enseignants. Les enseignants doivent être éduqués aussi parce qu'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de vie aujourd'hui sans le numérique. Mais les enfants passent la plupart, les enfants, comme toute génération, vous constatez, passent la plupart du temps à l'école. Donc nous devons intégrer ce droit à l'information, ce droit au numérique et ce devoir au numérique déjà aussi dans le programme d'enseignement. Il faut que le code du numérique entre dans le système éducatif, dans les programmes scolaires. Pour que chacun puisse savoir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Puisqu'on apprend le code de la route, en démarrant l'émission, j'ai parlé du code de la route. Oui. Ici, c'est le code de notre vie numérique. Et ce code de notre vie numérique doit être aussi enseigné à l'école. Tout au moins un certain nombre de points doivent être mis à disposition à l'école. Moi, j'ai appris à l'école qu'avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Voilà. Ici aussi, on doit pouvoir apprendre à l'enfant, quand tu prends le téléphone portable, voici tes droits, voici tes devoirs, voici ce que tu dois faire. Beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, que sur leur téléphone, ils doivent avoir un petit programme d'antivirus. Ils ne le savent pas. Mais beaucoup de personnes l'utilisent et ils copient, ils s'envoient des fichiers. Oui. Lorsque mon fichier est virusé et que je vous l'envoie, je commence alors, le virus peut envoyer toutes vos informations à quelqu'un. Et pourtant, c'est de votre droit, c'est de votre vie privée qu'on parle. Mais si tout le monde était informé qu'on doit avoir un petit antivirus totalement gratuit, il en existe gratuit, qu'on peut télécharger, mais on ne s'en préoccupe pas parce qu'on n'est pas informé. Donc le droit du consommateur du numérique doit être enseigné. Et il revient aussi aux parents à la maison d'éduquer leur enfant. Autant on dit à l'enfant, n'amène pas un étranger à la maison. L'étranger aujourd'hui passe par le téléphone portable. Pour venir. Donc on doit pouvoir avoir une charte à la maison. Oui, à telle heure tu vas naviguer, à telle heure tu vas apprendre telle leçon. Cette charte doit être clairement définie. Puisqu'on définit, les parents ont souvent la largesse de définir cette charte déjà pour la télévision. Oui. On dit non, tu ne vas pas regarder la télévision. Mais on ne se rend pas compte que quand l'enfant quitte la télévision, l'enfant, son téléphone, il rentre dans sa chambre et il navigue jusqu'à 2 heures du matin. C'est le lendemain matin qu'on le voit, les yeux totalement rouges. Voilà. Donc cette charte aussi doit être définie à la maison. Cette charte familiale doit être définie pour que l'enfant sache qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, surtout par rapport à sa vie numérique. À sa vie numérique, donc on comprend tout simplement que pour un Internet plus sûr au Bénin particulièrement, et il faut donc impliquer le citoyen, il faut l'informer de sa responsabilité. Tout à fait, de sa responsabilité, de ses devoirs et aussi de ses droits. Mais vous savez, sur le net, il y a beaucoup de limites. Les gens ne voient que les avantages, mais il y a énormément d'inconvénients. Lorsque vous prenez votre Facebook et que vous naviguez, vous discutez avec moi, si vous ne fermez pas la géolocalisation, je peux savoir où vous êtes. Je peux savoir à quel point. Et vous voyez, cela favorise alors le braquage. Parce que je peux discuter avec vous, parce que vous n'avez pas fermé votre géolocalisation. Dès qu'on commence par discuter simplement sur Facebook, bien, sur Facebook, un inconnu peut vous contacter. Lorsqu'il vous contacte, lui, il a automatiquement accès à votre géolocalisation. Il peut savoir que vous êtes au portail de l'ORTB. On n'a vraiment pas besoin d'être un technicien en informatique pour maîtriser pas du tout. cette Il suffit tout simplement d'être informé. Il suffit d'être informé. C'est d'ailleurs ce que nous nous évertuons à faire. Toutes les semaines, à enseigner, à en parler, à faire des émissions pour expliquer les droits et les devoirs du consommateur du numérique. Il le faut, on comprend tout simplement que la loi s'applique à tous, même sur Internet, c'est applicable. C'est applicable et c'est imposé. La loi s'impose. Et parce que nul n'est censé ignorer la loi, alors le consommateur, avant d'utiliser le numérique, doit chercher à connaître la loi qui régit le numérique. Je le disais tout à l'heure, lorsque je vais prendre ma moto, je dois nécessairement savoir quel est le code qui régit la voie. Et puisqu'à Cotonou, presque personne ne se demande quel est le code, vous allez voir des gens rouler à gauche, d'autres rouler à droite, d'autres tourner même sans clignoter, ou c'est quand il veut rentrer dans la rue qu'il clignote parce qu'il ne sait pas l'utilité du clignotant. Vous voyez, c'est la même chose, on fait la main, on fait le pied, voilà, parce qu'il ne connaît pas le code de la route. Et c'est la même chose pour le numérique, pour le téléphone, pour la tablette, pour l'ordinateur, pour notre vie numérique. Beaucoup de personnes installent
des applications, même sur leur téléphone, sans savoir tout ce que l'application la copie. Tout ce qu'il livre à l'autre à travers cette application. Beaucoup ne le savent pas, mais notre devoir est d'être éduqués. Et les sachants doivent mettre l'information à la disposition du citoyen, du kidam, du citoyen lambda. Merci beaucoup à vous, Noah Agbafa Padonou, pour toutes ces explications. On comprend donc, chers téléspectateurs, qu'il faut donc qu'on aille connaître le code de l'Internet et particulièrement au Bénin, le code numérique. Tout à fait. Tout au moins. C'est très important. Merci, Noah. Merci. À très bientôt. Merci. On reste avec vous, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons parler, on va vous démontrer une fois encore que vous êtes très, très important pour votre pays, pour votre nation, pour vous participer. Ce n'est pas consciemment ou inconsciemment, en tout cas au développement de votre pays. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, puisque c'est vous, les véritables contribuables béninois. C'est Autant savoir. Voilà, bienvenue sur Autant savoir. Aujourd'hui, il est question de parler du fisc qui est défini sur ce plateau, particulièrement sur Autant savoir, comme le moteur des finances publiques. Des arguments d'un économiste juste derrière cet élément. De tous les temps, les impôts constituent une question casse-tête pour les citoyens. Pour certains, on n'est pas tenu de payer les impôts. Pour d'autres, c'est une obligation de s'en acquitter. Nous sommes au Bénin, on n'a pas pétrole, c'est toujours l'impôt, le truc fiscal qui nous donne à régler les fonctionnaires. Donc généralement, la population elle est mal informée par rapport à ça et aussi compte tenu des revenus de la population, elle trouve généralement qu'elle est très hausse. Beaucoup ne comprennent pas. En effet, qu'est-ce que l'impôt? L'impôt, par principe, c'est d'abord une ressource qui est basée sur votre revenu, qu'on vous impose. Donc, plus vous gagnez, plus vous payez. Sur votre salaire, déjà, on prélève déjà les impôts. Donc, c'est le net qu'on vous reverse. Un net qu'on reverse aux salariés, mais qui est souvent mal interprété. Dans le fond, que faut-il comprendre par rapport à l'intérêt du prélèvement fiscal? C'est de comprendre que l'État a des dépenses à faire. Et lors de ces dépenses-là, l'État a besoin des ressources. Et les ressources-là ne peuvent pas quitter ailleurs. Et lorsque vous voulez faire des dépenses de souveraineté et vous voulez forcément avoir du financement à l'extérieur, vous créez la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les ressources pour conduire l'État doivent provenir des poches de contribuables, mais non sans mal. Payer les impôts, c'est une manière de contribuer à l'édification de son pays. Si je paye mes impôts, mais il faut dire que depuis 4 ans, je suis en cessation d'activité parce que je n'ai plus d'activité. Donc, depuis 4 ans, je ne paie plus les impôts. Mais quand même, je paie les impôts de maison. Contrairement à ce contribuable, nombreux sont-ils les citoyens qui prennent les impôts pour une contrainte. Le fiscaliste informe sur les sanctions. Quand les gens fuient, souvent, ils pensent que c'est une fuite normale. Mais en réalité, l'impôt, c'est carrément la torture. Hein. Ça prend du temps, ça vient progressivement, mais ça vous rattrape toujours. Donc, quand vous ne payez pas vos impôts aujourd'hui, soyez sûr que demain, le système fera sortir tout ce que vous devez, avec les pénalités, les amendes, tout, les majorations. Et là, si vous ne savez même pas faire, parfois, les pénalités, les majorations dépassent même le montant principal. Les montants prélevés sur les revenus, les marchandises et sur les biens participent au développement économique du Bénin. L'État a besoin de ces fonds pour fournir des services de base à sa population. Merci beaucoup à Fulgencia Aruntondi pour la réalisation de ce reportage en plateau. Oui, c'est vrai que c'est la population qui est d'abord l'État. Soyez davantage convaincus en suivant bien sûr les arguments de l'économiste Albert Olonkou qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, M. Olonkou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Agnat
Onifade. Comment allez-vous? Aïssem Gaba, je vais très bien vous-même. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais très très bien aussi, puisque vous nous parlez du fisc qui est défini comme le moteur des finances publiques. Et oui, Aïssem Gaba, on parle souvent du fisc sans comprendre véritablement de quoi il s'agit, même si dans le reportage, on a constaté que de plus en plus de personnes sont concernées par le fisc. En tout cas, quand on en parle, on gagnerait pourtant tous à comprendre véritablement de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous avons choisi recevoir sur ce plateau un économiste avec qui on va un peu clarifier le concept de fisc. Donc, merci à vous, professeur Onlonko, d'être avec nous sur ce plateau. Oui, nous rappelons que vous êtes un économiste, donc avec vous, on va parler du fisc. D'abord, en tant qu'économiste, quelle est votre conception du fisc? Oui, quand on parle du fisc, ça dépend de quel côté on se trouve. Maintenant, situons-nous du côté de l'État, c'est une activité administrative qui consiste à collecter les impôts et taxes. Bon, quand on veut être puriste, on fait une distinction entre taxes et impôts, parce que la taxe est généralement liée à une activité que l'État offre. Ça peut être une taxe proportionnelle ou non, comme la taxe d'habitation par exemple, et comme certaines taxes sur la taxe télévisuelle, par exemple, donc vous avez les activités de télévision, etc. Mais on ne peut pas parler normalement de l'impôt sur la télévision parce que l'impôt n'est pas lié à une activité. Quand vous payez l'impôt sur le revenu, ce n'est lié à aucun service que l'État vous offre. Mais on confond les deux, on parle de taxes, on parle d'impôts, de telle sorte que, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe très mal nommée. On devait dire impôt sur la valeur ajoutée parce que ce n'est lié à aucune activité, aucun service que l'État offre. Ce n'est pas que nous qui faisons la confusion, même vous, grands économistes, si vous arrivez alors. Finalement, on confond les deux, on parle de taxes, on parle d'impôt, c'est la même chose. Ce qui est sûr au niveau des deux, on est toujours dans le fisc. Oui, on est toujours dans le fisc. D'accord. Alors, ce qui est intéressant pour cette notion de fisc, c'est que quand je faisais la recherche, je me suis rendu compte que ça existait depuis des siècles. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la première civilisation à parler du fisc. Depuis déjà des siècles, nos ancêtres déjà parlaient du fisc. Est-ce que ce concept de fisc a évolué dans le temps ou elle est restée statique? Bon, ça dépend. Est-ce que ça a évolué? Je ne pense pas. C'est-à-dire, il y a toujours les contribuables. Une fois que les hommes ont accepté d'être ensemble et qu'ils ont choisi des dirigeants, ces dirigeants-là ont besoin des ressources pour faire fonctionner la société. Et l'une des sources des revenus dont l'État a besoin, c'est le fisc. Ce sont les impôts et les taxes. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, surtout quand on n'a pas assez de ressources naturelles, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de calcaire, on n'a pas d'autres mines pour vendre, là, on est obligé de faire appel à des citoyens qui doivent payer les services publics que l'État doit mettre en place. D'accord. Et alors, monsieur, comment fixe-t-on les taxes, les impôts à payer? Est-ce que c'est sur la base du besoin en investissement ou c'est juste par rapport à l'activité qu'on fixe les taxes ou le revenu du citoyen? Je crois que c'est une très belle question, mais une question très difficile aussi. Voilà. Je dis difficile parce que peut-être qu'on va venir sur ce qu'on appelle les fonctions de l'impôt. Ça dépend de ce qu'on veut avoir de cet impôt-là. Si c'est une fonction économique, si c'est une fonction financière, si c'est une fonction sociale, il y a des méthodes techniques pour pouvoir fixer ces impôts-là. Mais j'avoue que peut-être dans notre système, il y a une certaine tradition que les gens ont adoptée, qui ont fixé les impôts, et les gens ne cherchent pas toujours à avoir l'impact de ces impôts-là avant de les fixer. Parce que du coup, ce qui est effectivement un problème. L'État fixe les taxes ou les impôts, le public dit mais c'est trop par rapport à combien on gagne et tout, quel bénéfice avons-nous et tout le reste. Parce qu'en toute rigueur, effectivement, il faut tenir compte de la fonction de l'impôt et puis il faut tenir aussi compte de son rendement. Parce que bon, les économies, je ne veux pas utiliser trop de termes techniques, mais les économies vont parler de l'élasticité. Si vous fixez une taxe sur un produit, par exemple, son prix va augmenter. Si son prix augmente, la demande va diminuer. Ça veut dire que ce que vous gagnez en pourcentage, vous pouvez perdre ça en termes de quantité. Oui, ouais. c'est sûr. Par exemple, les gens se demandent souvent pourquoi
comme on n'aime pas que les gens fument les cigarettes ou bien les alcools, pourquoi ne pas les taxer à un niveau trop élevé? Oui. Quand vous les taxez, l'impôt va devenir nul. Parce que les gens ne vont plus importer et puis l'État va perdre. Donc c'est pourquoi l'État n'est pas très libre de fixer les impôts comme il veut. Parce que vous pouvez fixer les impôts et supprimer carrément l'activité parce que personne n'y va plus. Oui, alors, si on peut revenir un peu à ce que le fisc représente pour l'État. Donc, pour vous, le fisc n'est que moyen pour l'État de pouvoir justement mener ses activités à bien. Est-ce que ce n'est que ça? Oui, mais c'est surtout ça, parce que dans un pays comme le Bénin, où on n'a pas de ressources naturelles, comme je le disais tout à l'heure, la source de revenus principale de l'État, ce sont les impôts. Même quand on parle de l'endettement, de façon in fine, c'est toujours de l'impôt. Parce que quand vous empruntez, il faut rembourser. Et pour rembourser, vous êtes obligé de prendre de l'impôt chez les gens pour pouvoir rembourser. Donc l'endettement même, c'est toujours des ressources de l'impôt. D'accord. Oui. Alors, quand on parle des rôles, il nous est parvenu qu'il y a 3 rôles. Oui. Il y a celui financier. Et quand on parle de financier, c'est encore différent du non, rôle financier, économique. ça veut dire que l'État veut avoir de l'argent pour pouvoir dépenser. Donc, simplement. Ça, c'est le rôle financier. D'accord. Mais au niveau de l'aspect économique? Oui. Au niveau de l'aspect économique, ça dépend de comment vous fixez l'impôt. Vous pouvez... Est-ce que c'est pour réguler aussi un tant soit peu les activités économiques? Oui, absolument. Par exemple, si l'État pense qu'une activité pollue trop l'environnement, par le principe du pollueur-payeur, on peut avoir une taxe écologique. Donc, taxer cette activité-là pour que les gens diminuent cette activité ou bien paient vraiment les coûts environnementaux que cela cause. Donc, il peut avoir cette idée de fixer l'impôt pour que certaines activités soient régulées. Oui. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect social. Oui. Et souvent, ça, c'est l'équité. Souvent, on ne voit pas ça. C'est pas ça, l'équité. La vous société imaginez, a l'impression qu'il n'y a rien de social dans les impôts. Non, quand nous sommes dans la société, c'est au niveau de la distribution de l'impôt surtout. Oui. Quand nous sommes dans la société, il y a des gens... La distribution ou la redistribution? Bon. Vous savez parfaitement, il y a les deux. Il y a les deux. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la société, il y a des riches, il y a des pauvres. Oui. Maintenant, on se dit qu'il faut que les riches financent un peu les pauvres. Et à partir de ce moment, si vous avez une taxe uniforme qui taxe autant les riches que les pauvres, ça ne va pas marcher. Donc, vous taxez beaucoup plus les riches pour pouvoir donner aux pauvres. Oui, mais je donc là, c'est la redistribution. Vous voyez? Donc, la manière dont vous distribuez l'impôt dans la population, ça dépend des revenus de chacun. Mais il y a des... Et de l'option aussi de l'État. Oui, il y a des États qui taxent, par exemple, sur les richesses et d'autres qui supposent qu'on est tous égaux face à nos charges et face à nos devoirs vis-à-vis de l'État. On est égaux en droit, mais on n'est jamais égaux dans la réalité. On constate aussi une sorte d'inégalité entre les secteurs qui paient les impôts. Il y a un secteur qui paie beaucoup plus, on dit il contribue par exemple à 12% ou 20%. Du PIB, mais il y a d'autres qui vraiment ne contribuent pas tellement. Mais quand on prend beaucoup, on constate qu'on investit beaucoup plus dans un secteur que d'autres. Est-ce que l'investissement aussi, c'est-à-dire le financement des activités, est proportionnel également aux impôts, aux taux ou à la contribution? Naturellement, ce que nous sommes en train de dire, l'État a besoin des ressources. Et quand l'État a ces ressources-là, il a fondamentalement deux manières d'utiliser ces ressources-là. Soit des dépenses de fonctionnement, payer les fonctionnaires, les salaires, les biens que l'État consomme directement, ou bien investir. Investir pour pouvoir plus consommer dans le futur. Donc, plus l'État a de ressources, plus ça lui donne des moyens d'investir, de construire des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Donc, à partir de ce moment, nos investissements sont automatiquement liés aux impôts. Est-ce que les sous pour construire, par exemple, les hôpitaux viennent du fonctionnement de ces hôpitaux-là que l'État construit, par exemple? Ah oui, ça, vous posez un autre problème qui est ce qu'on appelle les redevances. Oui. Normalement, ce qui serait intéressant, c'est que l'État fasse des activités qui lui rapportent encore des ressources, comme les hôpitaux, même comme les sociétés publiques aussi. Vous voyez la SB2E, la SONEB, ce sont des sociétés de l'État. Mais ce qu'on a constaté dans la réalité, c'est que ces sociétés-là, qui sont des sociétés de services publics, tant que c'est l'État qui les gère, l'État a tendance à fixer les prix à un niveau pour pouvoir favoriser les citoyens. Et
in fine, ces sociétés-là ne dégagent pas une marge bénéficiaire et l'État est obligé généralement de subventionner ces sociétés encore. Donc, parfois, il y a des activités effectivement qui peuvent être rentables et qui peuvent amener de l'argent à l'État, mais il y a d'autres que l'État est obligé de subventionner. D'accord. Alors, on a fini sur ce plateau. Oui, vous nous avez rogné quelques 30 secondes là. Sans commentaire, on va tout de suite suivre Amandine Niabosso pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Renforcement de capacité des artisans brodeurs et couturiers, ils se font former pour mieux satisfaire leur clientèle. Genre littéraire particulier, le théâtre concilie à la fois littérature et spectacle. Son rôle, charmer, enchanter, va donner de l'envie aux spectateurs. Améliorer l'accès des populations vulnérables aux infrastructures d'eau et d'assainissement en milieu rural, c'est l'objectif du projet BID UEMOA pour l'accès à l'eau potable lancé en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Il faut une cohabitation étroite entre les métiers de la mode. C'est un véritable travail d'équipe, qu'il soit styliste, modéliste ou encore brodeur. Chacun joue un rôle bien spécifique pour le bonheur de la clientèle. Après plusieurs années d'exercice, le renforcement de capacité s'avère indispensable. Quelques-uns ont suivi une formation pour parfaire leurs connaissances. Edwige Agossou, Gloria Oni. Couturières et brodeuses, des artisanes qui se complètent. Une couturière découpe et coud les tissus. Une brodeuse décore à l'aide des dessins des tenues déjà cousues par les couturières. Un styliste modéliste est différent d'un styliste brodeur. Et la différence est que le styliste modéliste, il est là pour créer des modèles. Le styliste modéliste couturier, c'est celui qui peut créer un modèle et le réaliser. Alors qu'un brodeur, c'est ceux qui font la broderie. La machine est très différente d'une machine de couture. Eux, ils sont là pour nous compléter, pour faire quelques designs dans nos tenues à coudre. Des brodeuses et des couturiers ont été sélectionnés par le ministère de la Famille et de la Promotion sociale pour se perfectionner et renforcer leur savoir-faire. Nos clients vont gagner le meilleur de ce que nous venons d'apprendre. C'est vrai qu'en temps, on arrivait à les satisfaire, mais maintenant, ce sera encore le meilleur des meilleurs. Je me suis dit, ce serait un retour triomphal pour moi dans mon atelier où, avec ce que j'ai appris ici, je vais corriger un tout petit peu mes petites erreurs que je commettais dans le travail. Nous avons des formateurs qui sont bien doués à la tâche et qui ne ménagent pas du tout d'efforts pour nous montrer et nous approfondir ce que nous connaissons déjà. Et avec ça, je crois qu'au retour dans nos ateliers respectifs, on pourra donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on ne faisait pas avant, on va l'améliorer avec nos apprentis. Et les clients seront aussi satisfaits de ce que nous aurons fait. Ce programme est dirigé par des formateurs béninois qui ont accumulé des années d'expérience en la matière. Ce sont les techniques de la broderie que nous sommes en train d'apprendre. Ce n'est pas seulement le métier. Elles sont déjà des brodeuses, mais maintenant les techniques de la broderie, comment renforcer la broderie qu'on faisait dans le cerceau, dans la layette. Maintenant, renforcer ça et ressortir ça maintenant en broderie phoenix. Ça va apporter des nouveaux points. Et l'assemblage des couleurs. Comment elles pourront mélanger les couleurs attrayantes qui sont à la mode maintenant. Actuellement, ce n'est plus seulement les broderies de même fond de couleurs que nous utilisons. On fait des broderies ressorties. Et il y a la transformation des broderies en pas
qui sont revenus maintenant dans les fleurs, dans les perles et le métissage de la broderie en pellage, en point de finesse et en tissage. Et cette formation, la manière dont nous sommes en train de la donner, eux tous, elles sont prudentes, elles posent beaucoup de questions et vraiment, je suis fier, elles sont en train d'assimiler comme je voulais. L'offre va être améliorée et c'est la clientèle qui en profite. Cette formation, ça m'a beaucoup aidé parce que dans mon travail, à des moments donnés, je commettais des erreurs. Donc, avec le formateur, il nous a aidés à nous montrer certains points clés de notre métier. Cette formation est une bonne opportunité qui nous permet de nous perfectionner plus, beaucoup plus, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas trop. Ces couturières et brodeuses promettent donner le meilleur d'elles-mêmes pour la satisfaction de leur clientèle. Le théâtre occupe une place importante parmi les gens littéraires et les acteurs du 6e art offrent des spectacles pour égayer le public. Qu'est-ce que le théâtre et comment faire pour amener le public à s'intéresser à cet art? Les explications de Éric Hector Roumpé, metteur en scène. Il est au micro de Lazare Migan et Edwige Agosso. Le théâtre, je veux dire, c'est la représentation imaginaire d'une tranche de vie. C'est-à-dire c'est de la fiction, d'un moment de vie. Cela implique donc qu'il y a des acteurs qui représentent cela sur une scène, un espace, donc qui donne corps à ce pan de vie. Et aussi qu'il y a un public, des gens qui regardent. Il est utopique de croire que tout de go, tout public aime tout théâtre. Ce n'est pas possible. C'est un travail de longue haleine qui se fait pour amener le public à aimer le théâtre. C'est porter du théâtre déjà vers le public, où qu'il soit, dans les écoles, dans les marchés, dans les espaces publics. Et les lui offrir, pourquoi pas gratuitement, lui donner de la salive à la bouche. Ça s'appelle une démarche de médiation culturelle. Puis après, lui faire comprendre que ça s'achète. Et donc de venir dans les salles et les espaces adéquats, idoines, pour accueillir ces spectacles, et le public va venir. Ça signifie également que les pièces que vous allez tourner, enfin créer pour aller jouer chez ces gens-là, doivent les concerner. Ces pièces doivent développer des sujets qui les préoccupent. Les problèmes de vie, les problèmes de ménage, les problèmes politiques, ça dépend. Mais en même temps que la forme que vous allez donner à votre travail doit être l'une des formes qu'ils aiment. Si c'est un bastion qui aime l'humour, il faut faire de l'humour. Si c'est des gens qui aiment la tragédie, il faut faire de la tragédie. Au fur et à mesure qu'on aura réussi à se faire accepter en tant qu'artiste, créateur, on pourra maintenant leur administrer de nouveaux éléments parce que, je l'ai toujours dit, la vocation de l'art, donc du théâtre, c'est aussi d'élever le niveau. Information hors du Bénin, chaque année, le tabac de contrefaçon fait perdre environ 650 milliards de francs CFA à l'Afrique subsaharienne. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son nouveau rapport. Selon l'institution financière, la croissance de la population jeune, les taxes d'assises minimales imposées et la faiblesse des structures gouvernementales sont autant de facteurs qui font du continent une zone stratégique pour les acteurs de la contrefaçon du tabac. La part du trafic illicite de cigarettes dans le marché du tabac va de 41% au Cameroun à 38% en Éthiopie et descend à 25% dans des pays comme l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie. Globalement, d'après l'organisation, 43 milliards de tiges de cigarettes illégales circulent chaque année sur le marché. L'Algérie va bientôt lancer un projet de développement de culture stratégique de concert avec l'Arabie saoudite. Cette initiative, née d'un partenariat privé, va concerner une concession agricole de 5000 hectares. Elle va se concentrer sur les céréales et les aliments pour le bétail. Ce projet vient confirmer le dynamisme du sud algérien sur le plan des investissements agricoles grâce à ses nombreux atouts comme les ressources hydriques souterraines et la disponibilité des
superficies arables. Près de 210 000 hectares ont ainsi été attribués dans le cadre de l'accès à la propriété foncière agricole. En Algérie, la céréaculture occupe 3,5 millions d'hectares avec comme principale spéculation le blé. Le pays représente le 3e importateur mondial de la graminée. L'accès à l'eau et aux ouvrages d'assainissement constitue un défi important pour le développement des États dans le contexte actuel des changements climatiques. C'est ce qui justifie le lancement du projet PFA-BID UEMOA en Côte d'Ivoire d'un coût global de 68 milliards de francs CFA. Ce programme va permettre de réaliser à l'échelle de l'UEMOA d'importantes infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement. Reportage. Ce puits est l'un des rares de Benguebougou qui n'a pas totalement tari en cette période de sécheresse. S'approvisionner en eau potable que des difficultés pour les habitants de ce village situé à 20 km de Korogo. Ce samedi 2 février, jour de lancement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, l'ONEP leur apporte exceptionnellement de l'eau potable. Le dit projet va permettre d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les districts des Savanes et du Denguélé avec la réalisation de 120 forages et de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau. Le projet prend aussi en compte l'assainissement du cadre de vie et à terme, il réalisera plus de 2000 latrines domiciliaires. La question de l'eau potable constitue une priorité partagée par les différentes régions ici présentes. Merci pour ce projet qui traduit en actes les promesses faites par le chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, dont le programme de gouvernement réserve une part importante au social. Ce projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, piloté par l'ONEP, Office national de l'eau potable, est financé conjointement par la Banque islamique de développement BID, l'UEMOA et la Côte d'Ivoire. Coût, plus de 8 milliards de francs CFA. De 2002, l'année où la Côte d'Ivoire est devenue pays membre de la BID à nos jours, le total des approbations du groupe de la BID en faveur de la Côte d'Ivoire se chiffre à 1800 millions de dollars US pour 69 opérations. Nul besoin de rappeler ici que l'accès à l'eau et aux ouvrages d'assainissement reste un défi important dans le développement de nos États membres, surtout dans le contexte actuel des changements climatiques. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon. À ce côté, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, signe que le projet constitue l'une des actions prioritaires du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un élément supplémentaire pour montrer à quel point les points d'application de notre coopération sont fort judicieux et répondent aux préoccupations de nos populations. Soyez assurés que l'Office national de l'eau potable, avec à sa tête son directeur général et son président du conseil d'administration que je veux ici saluer, donc feront tout pour que ce projet soit mis en œuvre dans les délais et dans les coûts qui ont été prescrits et avec la qualité qui sied. Le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural est issu du programme économique régional de l'UEMOA. Il prévoit dans le secteur de l'eau potable la réalisation de 8000 forages dans les 8 pays de l'espace UEMOA. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez, merci beaucoup à vous, Amadine Aniambossou, pour la présentation du journal. Rendez-vous demain, 19h45, pour une autre édition. Et là, ce sera tout, oui, je dirais presque tout pour le grand rendez-vous. On va jeter un second coup de regard sur le tableau météo avant de partir.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Mais avant de partir, permettez-nous de vous rappeler la question de la semaine rapidement. Célébration du contribuable béninois. Est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Voilà donc la question de la semaine. Célébration du contribuable béninois. Est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Réponse sur la page Facebook de Bénin Business 24 en commentaire. Les commentaires qui seront donc répercutés vendredi sur l'actu web avec Adonis Bon. Merci à tous une fois encore. On se retrouve demain 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Ciao.